Personne ne s'attend à une journée simple, cela sera très compliqué. Le Kremlin a donc donné le ton tout à l'heure de cette longue journée qui s'annonce. Après avoir entretenu le flou sur sa participation à des discussions de paix, la partie russe a finalement confirmé sa présence. Une délégation a bien quitté Moscou ce matin, direction Istanbul. On va retrouver tout de suite notre correspondante Jenna Lebras. Bonjour Jenna, le suspense a donc a priori été levé par les Russes qui confirment qu'ils vont prendre part à cette troisième séquence de discussion qui aura lieu ce soir. Est-ce qu'on en sait un peu plus de votre côté ? Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est le troisième volet après les échecs des deux premières rencontres en mai et en juin dernier. On s'en souvient qui avait été l'objet de longues tergiversations, autant sur le contenu que sur la forme. Alors comme les fois précédentes, très peu d'informations filtrent sur les détails de ces négociations. On verra comment se déroule cette journée. Ici à Istanbul, les journalistes ont été conviés au palais de Cirahan pour suivre ces pourparlers qui devraient commencer aux alentours de 19h. Ils pourraient durer quelques heures, voire plusieurs jours, on l'ignore encore. On sait toutefois qu'il devrait porter sur trois grands axes. La poursuite des échanges de prisonniers entamés en mai dernier, la restitution des enfants ukrainiens déplacés et la préparation d'une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Alors est-ce que la troisième fois sera la bonne ? Sans doute pas. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, avait estimé plus tôt cette semaine qu'il faudrait beaucoup de travail pour obtenir des avancées compte tenu des positions diamétralement opposées des deux pays. La Russie qui a affirmé plus tôt, vous l'avez dit, que cette journée ne serait simple pour personne et a prévu des discussions compliquées. Lors des précédentes sessions, Jenna, on avait scruté avec beaucoup d'attention qui allait prendre part à ces négociations, ce qu'on appelle ici les délégations, donc dépêchées sur le terrain. Je crois qu'on en sait un peu plus sur la délégation russe. Les deux précédentes fois, on avait parlé de second couteau. Est-ce que c'est la même aujourd'hui ? Alors on a un peu le sentiment que l'histoire se répète. Néanmoins, les officiels turcs qui reçoivent ces discussions se disent plus optimistes aujourd'hui qu'à l'ouverture de la première session en mai dernier. La Turquie espère que cette troisième rencontre sera importante. Les deux premières réunions auraient permis à chaque partie de prouver sa volonté de dialoguer et de poser un socle de négociation. C'est donc le moment de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ce sera possible ? On le verra. En tout cas, la Turquie y veille en tentant de jouer un rôle de médiateur. Mais les Turcs le reconnaissent aussi qu'un cessez-le-feu a peu de chances d'aboutir sans une rencontre au sommet entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. C'est là que vont se concentrer tous les efforts aujourd'hui. Sans aucun doute, les menaces de Donald Trump à l'égard de la Russie, à qui il a donné 50 jours pour négocier un accord sous peine de sanctions sévères, devrait aider au moment où les États-Unis ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine. Merci beaucoup, Jenna Lebras, qu'on retrouvera évidemment pour prendre le pouls dès que ces discussions auront commencé. On va décrypter cette séquence avec notre invité Volodymyr Yermolenko. Bonjour et merci d'être avec nous depuis Kiev. Vous êtes philosophe, politologue ukrainien, rédacteur en chef d'UkraineWorld.org. Vous êtes par ailleurs professeur à l'université. Merci d'être avec nous. J'aimerais avoir votre point de vue à vous. Jenna nous disait à l'instant, les observateurs sont un peu plus optimistes que lors des deux précédentes fois. Est-ce que c'est votre cas à vous ? Non, je pense pas. Je suis pas optimiste du tout parce que parfois on attend que ce sont des négociations sur le cessez-le-feu. Je vois pas vraiment les conditions pour le cessez-le-feu parce que la Russie continue son offensive et continue les attaques contre les villes ukrainiennes. Et en fait, les attaques s'aggravent. Vous attendez peut-être dans les actualités que la Russie envoie des centaines de drones presque chaque nuit et on habite à toutes les villes ukrainiennes. Toutes les villes ukrainiennes finalement sont aussi les cibles de ces attaques, soit Kiev, soit Kharkiv, soit Odessa, soit Kherson, soit Lviv et d'autres. Donc je vois que la Russie insiste qu'il veut occuper plus de territoire ukrainien, occuper les régions ukrainiennes qu'elle a déclarées comme les régions russes. Je vous rappelle qu'il s'agit de 5 régions et il y a beaucoup de territoires qui sont déclarés comme russes selon la constitution russe, qui ne sont pas contrôlés par des Russes. C'est-à-dire que les Ukrainiens, bien sûr, ils continuent. Alors la liaison qui était coupée semble-t-il, mais qui va peut-être revenir avec Volodymyr Yermolenko qui intervient depuis
Depuis Kiev, l'Ukraine donc qui scrute évidemment avec, attention, hein, ce qui va se passer, ce soir à Istanbul. Nous sommes à quelques heures de, ces négociations, 3e round de discussion, un dialogue qui intervient dans un contexte, tendu en Ukraine après, l'instauration d'une loi très controversée que Volodymyr Zelensky a tenté de défendre, hein, d'ailleurs ce matin. Le président ukrainien a effectivement promulgué hier une loi supprimant l'indépendance des agences anti-corruption, initiative qualifiée de sérieux recul par l'Union européenne qui ne cache pas aujourd'hui son inquiétude profonde. Ils sont dans la rue et demandent aux parlementaires de dire non. Non à un projet de loi très controversé. Les gens protestent parce que certains ont décidé de voter une loi qui prive notre agence anticorruption indépendante de son indépendance et la place sous la tutelle du procureur ukrainien. Mais dans la soirée, la Rada, le Parlement ukrainien, s'est exprimé. Il ne lui a fallu qu'une seule session pour être majoritaire. 263 voix pour, 13 contre et 13 abstentions. Dans la foulée, Volodymyr Zelensky a promulgué la loi. Elle concerne 2 institutions de lutte contre la corruption, le NABU, le Bureau national anticorruption, et le SAPO, le bureau spécialisé du procureur, qui est chargé d'engager des poursuites. Les 2 sont donc désormais sous l'autorité du procureur général, lui-même sous l'autorité de Volodymyr Zelensky, qui justifie cette décision par la lutte contre l'ingérence russe. L'infrastructure anticorruption fonctionnera, mais sans l'influence russe. Bien sûr, le NABU et le SAPO seront efficaces. Et il est important que le procureur général soit déterminé à garantir qu'en Ukraine, les sanctions pour ceux qui enfreignent la loi soient inéluctables. C'est ce dont l'Ukraine a vraiment besoin. Mais le vote choque. Pour l'Union européenne, il s'agit d'un sérieux recul, car la corruption est un mal endémique en Ukraine. Le pays avait fait des progrès après la révolution de Maïdan en 2015, en créant ces 2 instances qui représentaient un gage important pour les dirigeants européens. À en croire les manifestants, ils sont bien décidés à rester dans les rues. L'Ukraine en guerre pourrait aussi être secouée par des troubles internes. Voilà, une loi qui continue de faire vivement réagir ici en Europe. Berlin, qui vient de déclarer à l'instant, cette loi sur les agences anticorruption freine l'Ukraine dans son chemin vers l'Union européenne. Volodymyr Yarmolenko, vous êtes de retour parmi nous. On évoquait ces discussions qui vont avoir lieu ce soir à Istanbul. Et au même moment, à Kiev, on le voit, on manifeste contre cette loi, contre ce qui est qualifié de recul par les Européens. Ça veut dire quoi? Les Ukrainiens sont davantage concentrés par ce qui se passe en interne? Oui, absolument. Je pense que les manifestations montrent que l'Ukraine reste une démocratie, c'est-à-dire une démocratie dans laquelle la société joue un rôle immense. Et en fait, Zelensky devait réagir ce matin. Il a issu un communiqué en disant que voilà, j'ai parlé avec tous les dirigeants de ces institutions, c'est-à-dire j'espère qu'il comprend que c'était une erreur cette loi et bien sûr la façon dans laquelle elle a été prise c'est très très troublante pour l'Ukraine, mais je pense que c'est très important de souligner que vous voyez que même pendant la guerre, même dans la situation où officiellement les manifestations sont interdites à cause de la loi martiale, en fait, les citoyens continuent à être très très vigilants et continuent à être dans les rues, dans la situation où ils pensent qu'il y a des reculs dans la démocratie. Et continue d'avoir aussi le droit de s'exprimer ainsi sans pour autant risquer de se faire arrêter. C'est ce qui différencie d'ailleurs l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. Revenons-en peut-être à ces pourparlers. On a l'horaire, on nous dit 19h heure locale, ça va commencer à 16h heure GMT à Istanbul. Malgré tout, se parler, c'est toujours une bonne chose. On peut attendre des avancées sur quel point il y a l'ultimatum américain qu'on rappelait il y a quelques temps. Vladimir Poutine, il est quand même poussé et contraint par cet ultimatum donné par Donald Trump? Écoutez, oui et non, parce que je pense que c'est un peu un jeu que la Russie joue pour les États-Unis, pour montrer qu'elle est prête à négocier. Mais en fait, je répète ce que j'ai déjà dit, peut-être j'étais coupé à cet instant, que
La Russie ne voit pas aucun objet à négociation, aucun sujet à négociation, parce qu'il pense que voilà, elle doit continuer l'occupation de l'Ukraine, il doit continuer ce que la Russie dit que attendre ses buts de cette guerre. Et les buts de cette guerre, c'est finalement la fin de souveraineté ukrainienne, la fin de souveraineté, disons, de sécurité, de défense, parce que l'une des demandes de la Russie, c'est minimisation de l'armée ukrainienne, ce qui est bien sûr pour les Ukrainiens n'est pas acceptable. Donc à ce moment-là, on assiste à des demandes maximalistes russes qui veulent absolument détruire la souveraineté ukrainienne et bien sûr la capacité des Ukrainiens de se défendre. Ça, c'est très important. Parce que si même on imagine que l'Ukraine dit, OK, bah, rester sur les territoires occupés, on va faire des nouvelles frontières. Même ça, c'est pas imaginable dans la société ukrainienne actuelle. Mais si on imagine cela, les Russes vont dire, bah, OK, on veut d'autres régions aussi. On veut la région de Kiev, on veut la Odessa, on veut n'importe quoi. Donc ça, je pense que c'est très important. C'est pour cela que ces échanges sont vraiment sur les sujets humanitaires, c'est-à-dire sur les sujets importants, c'est-à-dire l'échange des prisonniers de guerre, l'échange des corps, des morts, des soldats morts, et aussi la question du retour des enfants ukrainiens, qui est bien sûr un crime génocidaire que la Russie a déporté des dizaines et des milliers des enfants ukrainiens. Là, on reste quand même dans la question que je pense que la Russie ne veut pas même toucher cette question-là. On verra ce qui ressort de cette troisième séquence. Si elle a lieu d'ailleurs jusqu'au bout, on restera sur l'expectative. Merci beaucoup, Volodymyr Yarmolenko, d'avoir été notre invité